L'épilepsie, une maladie qui peut surgir sans prévenir, une crise qui peut arriver à tout moment, et un quotidien qui demande d'apprendre à vivre avec l'incertitude. Aujourd'hui, vous allez entendre Lola, une jeune femme qui vit avec l'épilepsie, et qui a aussi fait le choix de devenir mère. Mais quand chaque crise peut tout bouleverser, comment construire sa vie ? Comment envisager une grossesse ? Comment vivre la maternité quand le corps peut parfois nous échapper ? Dans cet épisode, Lola nous raconte son parcours, les crises, les peurs, les doutes, mais aussi la force d'avancer et l'amour immense qui donne envie de continuer. Vous écoutez État d'âme, le podcast au cœur de votre santé, pour toutes les femmes dont le corps et l'esprit ont été bouleversés. Excellente écoute. Donc je fais ma première crise d'épilepsie à 12 ans. Donc je suis hospitalisée sur Marseille directement. Et en fait, c'est des examens qui sont assez compliqués parce que ça reflète pas toujours la maladie. Il y a des personnes épileptiques comme moi, par exemple, qui ont des examens très bons et qui pourtant font de l'épilepsie. Donc ça, c'est assez compliqué. Dans mon cas, mon grand-père était épileptique et mon oncle est épileptique. Donc c'est vrai que quand le diagnostic est tombé, ça a été un gros choc pour ma mère, du coup, parce que c'est de son côté, parce que on avait pensé que c'était potentiellement génétique, du coup pour elle aussi, qu'il y avait peut-être un risque ou quelque chose, mais c'est surtout pour moi dans le sens où ça peut devenir rapidement un handicap. Et c'est vrai que moi, dans ma famille, par contre, les personnes qui l'ont eu assez tardivement, vers une 50aine d'années. Donc, ils n'ont pas vécu avec l'handicap de l'épilepsie, chose que moi, du coup, on m'a automatiquement mis des barrières, finalement. En fait, quand je dis mettre des barrières, c'est que du coup, on te dit donc qu'aujourd'hui, tu as un traitement qu'il va falloir réguler. C'est pas juste tu prends un médicament et c'est bon, il faut que ton corps l'assimile, il faut que ça se passe bien, il faut que ce soit un bon dosage. Et en fait, dans le sens où mettre des barrières, c'est que du coup, tu n'as plus le droit de rester enfermé dans une pièce, tu n'as plus le droit de te doucher avec la salle de bain de fermer à clé, du moins au cas où s'il y a un risque. Tu ne peux plus te promener seul, tu ne peux pas te baigner seul. Et il faut que l'accompagnant par exemple, qui t'accompagne dans la piscine ou autre, soit capable de te lever dans l'eau. Donc ça veut dire que tu ne peux pas te baigner avec une copine, par exemple. Il faut vraiment te baigner avec quelqu'un qui fait 3 fois ton poids. Enfin, plein de petites choses comme ça auxquelles on ne pense pas forcément. Nous, on pense au côté médical et en fait, non, ça peut être un vrai handicap pour les personnes qui en souffrent au quotidien et qui justement n'ont pas de traitement. Alors effectivement, moi, on m'a mis sous des paquines du coup très jeune, donc dès 12 ans hein, directement. Ça a été le premier en fait traitement que j'ai pris et j'ai dû arrêter à 15-16 ans dans ces eaux-là parce qu'on s'est rendu compte qu'en fait il y avait beaucoup d'effets très néfastes. En plus d'être un médicament quand même très fort qui agit sur le cerveau, donc c'est quand même assez compliqué. Mais en plus, il y a beaucoup d'effets au niveau des hormones. Donc, par exemple, moi qui prenais la pilule, j'ai dû changer ma pilule, j'ai dû adapter ma pilule parce que ce n'est pas compatible avec tous les traitements épileptiques. Au niveau des hormones, il y a des hormones en fait qui sont pas du tout compatibles avec nos traitements à nous. Mais Dépakine, à l'époque, avait même été retiré de la vente, il me semble, à une certaine période, et a été remis ensuite parce que justement, on venait de découvrir qu'il créait des malformations. Alors, je ne saurais pas vous dire exactement, j'ai eu peur d'aller chercher trop d'informations justement, mais ça créait des malformations utérines. Donc en fait, ça rongeait les trompes et ça pouvait rendre stérile. Ça a coupé également les hormones de croissance chez les jeunes filles. Moi, dans mon cas, j'ai une théorie, mais qui n'a pas été prouvée, mais qui n'a pas non plus été... On ne m'a pas dit non plus que j'avais tort. Effectivement, depuis le jour où j'ai pris Dépakine, en tout cas depuis les examens médicaux que j'ai faits sur Dépakine, aujourd'hui j'ai quand même 26 ans, je fais la même taille, je fais le même poids de base, qui est quand même très bas pour quelqu'un de 26 ans.
est quand même plus correcte, on va dire, pour quelqu'un de 12 ans. Et j'ai même dû faire de la chirurgie esthétique au niveau de ma poitrine parce que je n'ai absolument pas un corps qui s'est développé pendant mon adolescence, en fait. Donc on pense qu'il y a un lien, mais malheureusement, encore une fois, on ne peut pas faire un lien à 100%, mais les équipes médicales sont plus ou moins d'accord avec ça. Grandir avec l'épilepsie en étant adolescente, donc moi j'ai fait plusieurs crises. On fait aussi ce qu'on appelle des absences, c'est-à-dire qu'en fait c'est très simple, c'est une coupure d'électricité, une coupure de courant en fait qui se passe dans le cerveau. C'est vraiment ça l'image, donc c'est une absence. C'est le cerveau qui s'arrête et le corps qui bloque. Voilà, comme si on nous avait mis sur pause. Donc c'est vrai que c'est assez impressionnant, c'est assez perturbant parce qu'en plus, nous-mêmes, on se voit pas forcément. Moi-même, à 26 ans aujourd'hui, je n'ai jamais vu une personne faire une crise d'épilepsie, donc je ne sais pas du tout à quoi ça ressemble. Je sais, avec le recul et avec mes proches, les 2-3 petites choses qui, chez moi, peuvent du coup alerter sur le fait que je vais faire une crise ou que je suis en train de faire une crise. Mais malheureusement, on ne peut pas s'auto-gérer. Et ça, c'est un petit peu compliqué. Il y a du coup aussi plein de facteurs qui sont déclencheurs de crise. Par exemple, les odeurs, les huiles essentielles sont assez dangereuses pour les personnes épileptiques. Les stromboscopes, tout ce qui est lumière, tout ça, flash à la télé, ça, généralement, ils en parlent un petit peu. Donc, c'est plutôt pas mal. Mais encore une fois, c'est des facteurs déclencheurs, mais c'est pas à 100% et personne n'a les mêmes. Donc ça, c'est un petit peu compliqué aussi. Moi, le souvenir qui m'a le plus agacée en tant qu'adolescente, pour le coup, c'est à chaque nouvelle rentrée, quand on devait remplir ces formulaires avec notre nom, notre prénom, voilà, si on avait des allergies, ce genre de choses, et que moi, je marquais que j'étais épileptique, et ben le prof, à chaque fois, devait me dire: «Ah bon, mais qu'est-ce qu'il faut faire?» Et ben, il faut mettre en PLS, il faut faire ceci, il faut faire cela, il fallait tout expliquer, ce qui était normal. Mais du coup, on en parlait souvent pendant une demi-heure, j'ai l'impression d'être la bête de foire. Et le truc typique, on va faire une sortie au cinéma, «Ah, ça va, c'est pas trop fort, ça va, les lumières, ça va pas déclencher une crise, hein?» Et du coup, les gens automatiquement, sont perturbés et ont peur pour nous, alors qu'en plus, pour le coup, moi, j'étais traitée et du moment où j'ai eu mon traitement, j'ai eu la chance d'avoir une vie complètement banale. Alors oui, voilà, je suis effectivement passée du Dépakine au Keppra, je devais avoir 15-16 ans. Dans ces eaux-là, j'étais au lycée, j'étais en première, je me rappelle bien. Et c'est 2 médicaments donc qui sont très forts, hein, comme tous les médicaments, tous les traitements antiépileptiques, bien évidemment. Et ça a été très compliqué parce que du coup, il faut, comment vous expliquer? En fait, ce qui est le plus compliqué, c'est que quand vous êtes bien dosé par rapport à un médicament, donc vous supportez la dose et que c'est une dose qui correspond, à votre antiépileptique, que c'est une dose qui vous correspond pour éviter de faire des crises, on peut pas s'amuser à la changer du coup, donc c'est un petit peu compliqué. Donc en fait, on passe d'un traitement à l'autre en baissant le niveau d'un des traitements et en rajoutant l'autre pour compenser justement. Sauf que on ne peut pas compenser un traitement avec l'autre. Si on change, c'est que justement, les 2 traitements ne sont pas les mêmes, sinon on changerait pas et il y en aurait pas plusieurs. Donc ça a été, pendant 2-3 mois très compliqué justement, ce passage où toutes les semaines on se disait: «OK, on baisse un petit peu d'un côté, on augmente de l'autre» et en même temps, que ce soit délicat et pour moi, tous les jours, sans parler des crises, mais parce que ça influe beaucoup sur le cerveau automatiquement, ça shoot, si je puis me permettre. D'ailleurs, quand j'ai commencé, le traitement, mon premier traitement, que je suis arrivée, à l'époque donc à 12 ans au collège, j'étais, défoncée. Je suis allée voir l'infirmière scolaire qui a appelé ma mère en me disant: «Je pense que votre fille se drogue». Et elle lui dit: «Non, non, malheureusement, c'est nouveau, c'est son traitement». Donc c'est pour vous dire, en fait, les effets, sur le corps au début, quand c'est pas du tout assimilé. Et donc voilà, quand j'ai changé de traitement, ça a été, voilà, la balance un petit peu compliquée pendant 2-3 mois et tellement que je me rappelle, je changeais le lundi soir le traitement. Du coup, le mardi, je n'allais pas en cours. Le mercredi, le corps commençait à assimiler et c'était des demi-journées, donc c'était quand même plus facile. Et le jeudi, j'étais trop fatiguée, je ne pouvais pas aller en cours. Et malheureusement, pour l'anecdote, j'avais cours d'espagnol que les mardis et les jeudis. Donc pendant un trimestre, la prof ne m'a pas vue. Et elle a voulu d'ailleurs me coller parce qu'elle pensait que je sifflais réellement les cours, malgré les explications. Voilà, donc ça a été la petite anecdote sympa sur le bulletin de trimestre.
C'est vrai qu'avant de devenir mère et de penser du coup à l'épilepsie, j'ai eu une vie complètement banale. Toujours obligée d'informer les gens, de faire quand même attention. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai pas du tout une vie de personne handicapée, chose qui n'est pas le cas malheureusement pour tout le monde. Moi, j'ai la chance de pouvoir vivre seule, de pouvoir conduire. Et ça, il faut savoir qu'on doit passer des tests, tout ça assez fréquemment pour vérifier que justement on est apte à conduire. Donc quand j'ai eu mon conjoint, j'ai dû lui expliquer tout ça. Il a déjà vu une ou deux crises, mais c'est vrai que c'est pas dans notre quotidien. L'épilepsie est pas au milieu, en tout cas de notre vie de couple ou de quotidien en général. Donc ça, c'est une grande chance. Quand j'ai appris que j'étais enceinte, le premier truc, c'est de me dire que sur le traitement, il y a marqué que c'était pas compatible avec la grossesse. Finalement, j'ai de la chance, le Keppra, lui, est compatible avec la grossesse et avec l'allaitement. Ils le mettent vraiment en termes de prévention et ça dépend aussi des dosages. Après, voilà, le petit stress, c'est que pendant la grossesse, forcément, il y a cette histoire d'hormones qui vient s'ajouter. La chance que j'ai eue, c'est qu'on venait d'apprendre que en fait, l'épilepsie n'était pas forcément transmissible de la mère à l'enfant. Il n'y a pas de réelle preuve en fait que ce soit génétique, chose qu'on nous avait justement dit lorsque j'ai découvert mon épilepsie à 12 ans. On m'avait dit que ça pouvait devenir génétique et en fait, là, quand j'ai appris que moi-même j'allais être mère, on m'a expliqué que depuis, non. En fait, on s'était rendu compte que en fait, c'était quelque chose que on avait tous plus ou moins finalement et que ça se déclenchait ou pas. C'est pas une maladie génétique, c'est une maladie où tout le monde est plus ou moins porteur du gène, on va dire, mais ça se déclenche ou pas, ça, voilà. Donc on vit quand même avec le stress de se dire, bon, certes c'est pas génétique, mais ça veut quand même dire que mes enfants peuvent l'avoir ou non. Donc on se pose quand même des questions. Après, moi, voilà, comme j'ai une vie totalement normale et pas de personnes handicapées, je pense que quand même j'ai beaucoup moins de stress à ce niveau-là, en me disant, ok, même quand bien même mon enfant fait de l'épilepsie, c'est pas toujours un handicap. On peut quand même vivre plus ou moins avec si on a cette chance-là. Donc ok, on stresse pas et on verra bien. J'ai vécu toutes mes grossesses de façon assez classique finalement. J'ai toujours été plus ou moins surveillée davantage, du coup, je pense qu'une personne classique. Encore une fois, voilà, c'est surtout un problème dû aux hormones, donc il y a des traitements qu'on peut pas prendre, des prises de sang qui vont s'ajouter un petit peu, des contrôles également qu'on va ajouter. Après tout ce qui est IRM, tout ça, forcément on peut pas en faire en étant enceinte, donc il y a pas de contrôle réellement sur l'image du cerveau pendant la grossesse. Donc ça, des fois, c'est un petit peu embêtant. Mais finalement, voilà, avec la vie plutôt classique que j'ai de personnes épileptiques, ça n'a pas posé grand souci. Mais c'est vrai que du coup, on vit des grossesses où on vous rabâche tout le temps de faire un peu plus attention, de moins stresser. Ça reste une grossesse, ça reste toujours très stressant. Mais voilà, on essaye de faire au mieux. Et de toute façon, on sait que c'est là, que c'est présent et qu'on peut pas y faire grand-chose. Donc malheureusement, on fait chaque jour un petit pas de plus, quoi. Le fait d'être davantage surveillé, dans mon cas, du coup, c'était pas énorme. Mais c'est vrai que je pense que l'avantage, c'est que quand on est déjà habitué à avoir un suivi, un médicament matin et soir, finalement, ça se passe plutôt bien. Du coup, la grossesse en elle-même ne m'a pas paru trop médicale, on va dire, par rapport à quelqu'un, je pense, qui ne prend pas du tout de traitement et ne va pas voir un médecin tous les mois. Là, pour le coup, moi, ça m'a pas changé grand-chose, finalement. Le plus difficile dans la grossesse, ça va être plus au niveau de la fatigue. Parce que la fatigue également peut devenir un facteur déclencheur de crise. Donc c'est plutôt ça qui est compliqué. Et dans la maternité, même en général, c'est qu'on se dit, attention, dès qu'il y a trop de fatigue, potentiellement, il y a un risque de crise, un risque d'absence. Et ça, c'est un peu plus compliqué. On a commencé quand même à se poser la question de la transmission possible du coup au niveau de l'épilepsie pendant la grossesse, directement. Dans mon cas, donc comme je disais, la part génétique avait été enlevée, mais il n'y avait quand même pas de facteur zéro risque, on va dire. Donc c'est vrai qu'on s'est dit, ok, demain, peut-être que notre enfant pourra être handicapé, peut-être tout de suite, peut-être pas du tout, peut-être quand il aura 40 ans. Donc c'est vrai que c'est une peur assez particulière, parce qu'on va pas vous l'annoncer tout de suite. En fait, nous, c'était surtout ça qu'on craignait.
C'est pas de se dire, OK, notre enfant qui arrive va être handicapé ou va être porteur d'une maladie ou de quelque chose et on va vivre avec et s'adapter directement. Malheureusement, entre guillemets, mais comme beaucoup d'autres maladies, bien sûr, l'épilepsie, c'est une maladie qui peut tomber comme ça du jour au lendemain. Des fois, en faisant une crise dans une bonne situation, on va dire dans un contexte qui permet que ce soit pas très grave. Et en même temps, ça peut être aussi dans un contexte très dangereux. Et c'est un peu ça, en fait, c'est vivre avec l'épée de Damoclès au-dessus de la tête. Ça, moi, j'ai l'habitude pour ma part, mais c'est vrai que quand on devient maman, c'est encore plus compliqué. Donc on se dit, ça peut arriver à l'école, ça peut arriver lors d'une sortie scolaire, ça peut arriver moi pendant que je conduis. Enfin, ça peut être vraiment partout, tout le temps, imminent, de nulle part. Donc je pense que quand je serai retraitée, là, je me dirais, OK, c'est bon, mes enfants ont 60 ans. Je suis plus ou moins tranquille maintenant, quoi. Alors oui, j'ai fait une crise d'épilepsie lorsque ma fille avait 3 mois. Je pense que c'est le moment le plus traumatisant de toute ma vie. En tout cas, un des moments, oui, forts de ma vie de maman. En fait, je me revois à table avec des amis. J'avais ma fille dans les bras. Donc tout ce qu'il faut pas du tout pour un enfant, hein. Être debout dans les bras de sa mère pendant qu'elle fait une crise, c'est vraiment pas le meilleur endroit. Et par contre, ce qui est incroyable dans l'instinct maternel, c'est que normalement, quand je fais une crise d'épilepsie, je perds connaissance. Donc le temps que je me réveille, que je reprenne mes esprits, je redivague un petit peu, je repère connaissance. Enfin, c'est vraiment pas que la crise, c'est même l'après-crise qui est très compliqué parce que je me souviens de rien. Je me souviens des fois pas du tout de ce que j'ai fait pendant 2-3 jours même. Là, j'ai ouvert les yeux et le premier truc que j'ai dit, c'est: où est ma fille? Me lever, d'être par terre, de savoir qu'il s'est passé quelque chose, hein, parce que ben, vous avez tout le monde autour de vous, ça fait un mal de crâne impensable. Et le seul truc auquel je pensais, c'était de me réveiller, de me dire: j'ai besoin de ma fille, où elle est? Est-ce qu'elle va bien? Est-ce que je suis tombée dessus? Est-ce que je l'ai faite tomber? Heu, c'est là qu'on voit que vraiment l'instinct maternel, c'est inné, c'est dans le cerveau, c'est animal et ça vainc tous les lois, quoi. Mais oui, oui, très culpabilisant, forcément, parce qu'en plus j'étais encore un petit bébé, un nourrisson quasiment et on se dit: «Waouh» et en fait là, on prend une claque, on se dit: «OK, ça peut arriver à tout moment» et même dans des petits moments comme ça de vie, complètement, lambda, il y a un énorme risque et je me souviens ne plus avoir envie de porter ma fille et d'avoir très, 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 très peur, d'être mère. Et je pense d'ailleurs que j'ai commencé à faire une dépression postpartum, dans ces eaux-là. Parce qu'à la base, tout allait bien, mais je pense quand même que là, ça m'avait mis un petit coup à l'époque. Maintenant, avec le recul, je me rends compte qu'effectivement, ça a dû partir de là. Parce que quand d'un coup, c'est déjà compliqué, d'avoir un enfant, ça vous tombe dessus un peu comme ça, vous passez du jour au lendemain, on vous laisse rentrer chez vous avec ce petit être que vous ne connaissez pas finalement. Et là, vous vous dites: «OK, j'ai déjà fait tomber». Alors par chance, non, je ne l'ai pas fait tomber. La personne en face de moi a compris, avant que moi-même je tombe, qu'il allait se passer quelque chose. Donc elle a récupéré ma fille, à temps. Donc ma fille allait très bien. Mais ça, moi, je le savais pas et c'est vrai que c'est très, très culpabilisant en tant que mère de se dire: «Je suis pas capable de garder ma fille en sécurité», même dans un moment aussi, banal du quotidien. Aujourd'hui, les moments du quotidien qui peuvent me faire peur du coup, avec mes enfants, j'essaye de pas trop y penser et en même temps, j'ai une espèce de phobie de l'impulsion, avec la maternité qui s'est installée. C'est quelque chose d'assez courant d'ailleurs, au terme de la maternité, mais c'est vrai que je pense qu'avec l'épilepsie, ça en rajoute un petit peu. Par exemple, quand je suis en voiture, des fois que je suis un petit peu dans mes pensées, bam, j'ai un flash qui sort de nulle part, qui n'est pas rassurant du tout. Où je me dis: «Là, t'imagines si tu fais une crise maintenant, c'est pas du tout le bon moment». Pourquoi le cerveau pense à ça? Je ne sais pas, c'est pas du tout rassurant. Mais donc on évite, en tout cas j'évite de penser au maximum, à l'épilepsie en général, dans ma vie parce que finalement on se rend compte que ça peut être partout, n'importe quand. Ça peut être en voiture, ça peut être d'amener mes enfants à la piscine,
Ça peut être pendant le bain. J'ai actuellement un nourrisson de 3 jours. Donc, si je suis seule à lui donner le bain et que je fais une crise à ce moment-là, ça peut être catastrophique. En fait, c'est là qu'on se rend compte que chaque petit moment du quotidien peut être un énorme handicap, peut être une situation complètement terrible. Monter les escaliers avec le nourrisson dans les bras, ça peut être complètement terrible. Pendant qu'on fait à manger, pendant qu'on cuisine, pendant chaque moment, euh, chaque moment peut très très vite devenir plus que dangereux. Et encore une fois, je sais que moi, je ne vis pas d'une manière handicapée. J'ai la chance d'avoir des enfants, mais ça ne veut pas dire que je ne fais pas de crise. Mais c'est vrai que du coup, voilà, j'essaye de relativiser en me disant, bon, ben, j'ai réussi à avoir des enfants, j'ai le droit, c'est presque un droit du coup, d'avoir des enfants parce que justement, je ne suis pas dans cette situation-là. Donc j'essaye de ne pas y penser du tout. Mais c'est vrai que des fois, quand on discute avec des personnes et que parle de l'épilepsie, les personnes tombent de haut et me disent waouh, mais t'es maman de 3 enfants, et comment tu fais? J'y pense pas. Je prends bien mon médicament et je prie tous les jours que chaque jour il ne se passe rien. Voilà. En fait, c'est complètement ça. C'est une réalité qui est invisible parce que on se dit ah, bon, elle fait pas de crise, c'est bon, elle a son traitement, ça se passe bien. Mais du jour au lendemain, le traitement ne peut plus suffire. Et ça peut vite devenir très dangereux. Ce que les gens ne voient pas et ne comprennent pas et n'arrivent pas d'ailleurs à prendre en considération au niveau de l'épilepsie, dans mon cas, parce que c'est toujours quelque chose de très personnel, ça va être vraiment la fatigue. Je suis quelqu'un qui a besoin d'une qualité de repos correcte. Je ne dis pas énorme, mais quand même correcte. Donc c'est vrai que déjà avec 3 enfants, je m'auto-tire une balle dans le pied. Mais c'est vrai que je pense que c'est la réflexion, par exemple, pendant les grossesses que j'ai eu le plus. Quand je disais: «Écoutez, j'ai besoin de faire garder, mon petit dernier», par exemple, pour ma grossesse, mon fils avait 20 mois, donc avait 1 an et demi. Il était très demandeur, j'avais pas de nounou, donc des fois, j'étais obligée. Je disais: «J'ai besoin de dormir, j'ai besoin de faire une sieste, j'ai besoin de» voilà. On est encore dans la période où dire que maman fait la sieste, c'est un petit peu compliqué. Et c'est vrai que les gens, comprennent pas que c'est pas, par flemmardise. C'est déjà parce qu'une grossesse, c'est très éprouvant et d'autant plus quand moi, je sais qu'avec l'épilepsie, derrière, j'ai une fragilité à ce niveau-là où si je ne dors pas, ça peut potentiellement m'en déclencher malgré le traitement et ça, c'est vrai que c'est difficile de toujours devoir se justifier. Pareil, les petits trucs bêtes quand on veut amener nos enfants, il y a une foire, de manège, hein, près de chez nous, l'été. Bon, je peux pas. Je peux pas à cause des lumières, à cause des stroboscopes, à cause de voilà, tout ce qui va venir, titiller le système nerveux. Je peux pas. Je peux pas faire les manèges avec mes enfants. Je peux difficilement déjà les amener. Heu, le cinéma, c'est un peu pareil. Je peux pas trop en abuser selon ce qu'on regarde, tout ça, c'est un peu délicat. Donc en même temps, c'est compliqué en tant que maman de pas pouvoir, profiter de ça et de devoir expliquer aux gens et en même temps, les gens se disent: «Oui, bon, elle a un traitement, elle fait pas de crise, j'ai pas fait de crise depuis 2022 techniquement», donc même dans mon entourage, on a un peu banalisé le fait que j'en fasse plus, on va dire. Mais non, c'est quelque chose qui est toujours là et que je peux pas oublier, en fait, que je peux pas effacer, même si j'ai «ma protection» entre guillemets. Heu, c'est pas à 100 toujours efficace, donc moi, je suis obligée de faire avec et de devoir, par contre, constamment me justifier et c'est ça, finalement, dans la maternité, le plus compliqué, c'est quand on a encore des maternités, des grossesses, tout ça, où l'entourage est encore un petit peu, n'est pas justement tout le temps compréhensif et où on a toujours besoin de s'expliquer et de donner des raisons pour tout et n'importe quoi, même ce qui ne regarde pas forcément les gens. Et avec l'épilepsie, effectivement, ça n'aide pas. Vivre avec l'épilepsie, ce que ça a pu m'apprendre, c'est déjà d'être un petit peu moins stressée. Bon, c'est toujours plus facile à dire qu'à faire, bien évidemment. Moi, je suis quelqu'un à la base de très, très angoissée. Le fait qu'on me répète tout le temps, plus jeune, «N'angoisse pas, ne stresse pas, ça peut te déclencher une crise». C'est pas forcément un motif très, très rassurant, d'ailleurs, hein.
Et voilà, ça va plus être le fait de me dire, ok, ben maintenant, si je traverse la rue, il peut m'arriver quelque chose. Si je conduis, il peut m'arriver quelque chose et c'est ok. Et finalement, épilepsie ou pas épilepsie, on s'en rend compte. Et je pense que ça m'a appris à vivre la vie, peut-être de façon plus terre à terre, de me dire, ok, bah ça, je peux pas le faire, c'est pas grave. Telle activité, je peux pas amener mon enfant, c'est pas grave. Finalement, aussi d'apprendre tout ce qui est instinct, de vraiment se rendre compte que notre corps, ben, c'est un corps à l'image animale, hein, qu'il y a des choses qu'on ressent de façon animale complètement, et donc de s'écouter pleinement. Parce que malgré les traitements, malgré les facteurs déclencheurs, c'est une maladie qu'on ne connaît pas, même dans le milieu médical. Hein, voilà, on a des traitements qui ne fonctionnent pas, on a des personnes qui sont réellement handicapées à cause de ça, il y a des personnes qui ont essayé tous les traitements possibles et inimaginables avec des doses différentes et qui pourtant font quand même des crises. Il y a des enfants qui en font dès la naissance, comme des personnes qui en font pas et qui sont déclarées épileptiques à 60 ans. C'est quelque chose de quand même très variable. Et donc, je pense que la plus belle leçon, c'est d'apprendre à vivre au jour le jour et pleinement. Et finalement, c'est aussi ce que j'essaye de transmettre à ma fille aînée, qui a 4 ans. Donc, c'est pour ça que je dis à celle-ci aujourd'hui. Voilà, ben, si on peut pas aller au manège aujourd'hui, c'est pas grave. Tu vas le faire avec papa une prochaine fois ou tu iras faire autre chose avec papa. C'est pas grave, c'est pas dramatique. Aujourd'hui, je pense qu'on est dans une société qui consomme énormément et le fait de, voilà, cette sortie toute bête, où je vais devoir me justifier de pas pouvoir le faire parce que je ne peux pas les lumières, je peux pas au bruit, je peux pas ci, je peux pas ça. Moi, finalement, je passe vite pour la chiante, clairement. Mais voilà, et en fait, de me dire, bah, juste, c'est pas grave, c'est une sortie comme une autre, il y a plein d'autres choses à faire, en fait. Il y a pas que ça. Et du coup, j'apprends d'autres choses à ma fille et de trouver d'autres activités. Je parle de celle-là en particulier parce que c'est vrai que chez nous, ça dure longtemps, tout l'été, tous les hivers, tout ça. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a beaucoup dans notre région. Mais du coup, c'est ok, ben, cet été, on peut pas faire ça. On ira faire d'autres choses. Il n'y a pas que les manèges, il n'y a pas que le cinéma, il n'y a pas que, voilà. Mais c'est vrai qu'on se rend pas compte, mais l'épilepsie, du coup, est constamment mise à l'épreuve tout le temps, en fait, finalement. Quoi qu'on fasse aujourd'hui, il y a un facteur déclencheur quelque part. Si j'ai des femmes épileptiques qui écoutent ce podcast aujourd'hui, et qui se demandent si elles peuvent devenir mères, ce que j'aimerais leur dire, c'est que bien sûr. Et qu'au contraire, je trouve que ça nous apprend à être plus terre à terre, et davantage soucieuse, hein, bien évidemment, mais ça, déjà, le côté maternel fait que ça n'aide pas. Et on se fait toujours du souci. Mais bien sûr qu'on peut, du moment où, voilà, médicalement, on a quand même un cadre. Voilà, encore une fois, il y en a qui sont handicapés par rapport à ça, donc ça, voilà, de bien avoir quand même un cadre et un suivi très opérationnel là-dessus, mais que sinon, bien sûr, et que c'est la plus belle chose qui existe et que 100 fois je le referai. La preuve, je l'ai déjà fait 3 fois. Comme quoi tout est possible. Et que si c'est vraiment quelque chose qui vous permet de vous battre par rapport à ça aussi, c'est important de le faire. Faut pas avoir un regret de se dire je ne deviens pas mère parce que au cas où, il y a des risques. Finalement, il y a toujours un risque de quelque chose et il faut pas se mettre des bâtons dans les roues et au contraire, on sait que c'est une maladie qui peut évoluer quand même, mais il faut garder ça en tête.